qui n'étaient pas là, il y a un réseau dédié qui est sur Internet, qui est réagir.réseaurural.fr, sur lequel vous pouvez laisser des petits messages de 150 caractères maximum. C'est donc un peu plus qu'un tweet. Et nous aurons théoriquement au moins une quinzaine de minutes pour poser les questions à l'oral. Je ne peux pas... toutes les questions qu'on reçoit seront dûment conservées par les organisateurs, mais je ne peux pas toutes les dire parce que certaines sont il faut laisser la place un peu aux questions orales. Voilà, alors nous allons commencer tout de suite. Et cette table ronde qui donc dure 1 heure va parler d'innovation. Quels sont les facteurs pour favoriser et réussir l'innovation dans les territoires ruraux? Et René Souchon m'accompagne pour cette table ronde et intervenir et peut-être conclure si vous le désirez. Voilà, alors avec moi j'ai Vanessa Cordoba qui est juste à ma gauche, bureau d'études CMI, Jean Champagne, directeur adjoint de l'association de coordination technique agricole, ACTA, dans les DOM, les départements d'outre-mer, et Brigitte Fargevielle qui est en charge du RSE à EDF. Voilà. Nous allons d'abord commencer par une étude de l'innovation dans les territoires, peut-être un peu plus formelle que ce matin, mais qui va nous permettre de partir tous de la même base de connaissances. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Vanessa Cordoba en prenant le micro. Voilà, et vous pouvez continuer à envoyer les petits messages qui s'afficheront au fur et à mesure et qu'éventuellement je reprendrai pour apostropher nos intervenants. Voilà. Bonjour, donc on m'entend bien là? Oui. Donc je vais exposer brièvement quelques résultats d'une étude que nous avons réalisée pour le compte du Commissariat général à l'égalité des territoires et qui concernait la problématique de l'innovation dans les territoires de faible densité. Donc on était vraiment plus sur la notion de faible densité que de ruralité, mais évidemment il y a des liens comme vous le verrez. Donc tout d'abord, pourquoi, quels sont les enjeux finalement de s'intéresser à l'innovation dans les territoires de faible densité? Donc, évidemment, le premier enjeu, assez évident, c'est une question d'égalité entre les territoires, mais aussi de l'innovation comme un facteur de développement des territoires. Dans une économie mondialisée, c'est maintenant connu qu'on ne peut plus être seulement compétitif par les coûts, et donc les entreprises françaises sont obligées d'innover pour être compétitifs, du coup pour créer des emplois et pour permettre le développement économique des territoires. Et donc nous on a vu que les territoires de faible densité, ça concernait tout de même 90% des intercommunalités françaises et 41% de la population. Donc il y a un fort enjeu à s'intéresser à cette problématique. Et le deuxième enjeu, c'est que les territoires de faible densité, parce qu'ils disposent d'atouts et de caractéristiques particuliers, peuvent être des laboratoires d'innovation pour la France et montrer l'exemple dans un certain nombre de domaines. Par exemple, tout ce qui concerne l'innovation dans l'agriculture, dans les énergies durables, dans des problématiques nouvelles d'accessibilité aux services publics dans des zones de faible densité ou de faible accessibilité, dans la mobilité. Voilà, dans de nombreux sujets, ils peuvent être considérés comme des laboratoires d'innovation pour la France. Donc il y a un enjeu à vraiment soutenir et à s'intéresser à l'innovation dans les territoires de faible densité. Donc je voulais tout d'abord projeter une carte. Je ne sais pas si... Voilà, bon, malheureusement, elle est vraiment tout petit, donc ce n'est pas très lisible. Je vais surtout l'expliquer à l'oral, en fait. Finalement, on a commencé notre travail avec une chercheuse du laboratoire PACT à Grenoble, Magali Talandier, avec laquelle on a essayé de cartographier les territoires de faible densité du point de vue de l'innovation. C'est-à-dire concrètement, on a regardé où étaient localisés dans le territoire français les facteurs censés soutenir l'innovation au sens classique du terme. Donc ces facteurs, ça peut être par exemple la présence d'universités, la présence d'un tissu dense d'entreprises en capacité à innover, la présence de personnes qualifiées, diplômées et employées dans des fonctions de conception ou de recherche. C'est la présence du haut débit, de certains moyens de communication et de transport. Et donc, à travers tous ces indicateurs, on a cartographié le territoire à l'échelle de l'intercommunalité. Et ce qu'on a découvert, en fait,
c'est que finalement, ces facteurs-là, ils sont extrêmement localisés en France dans quelques territoires. Et donc, si on prend le seul indicateur, par exemple, des emplois de conception et en recherche, on constate que 85% de ces emplois en conception et en recherche sont concentrés dans 10% des intercommunalités françaises. Et donc, finalement, pour nous, les 90 autres pourcents, on s'est intéressé aux 90 autres pourcents. Et toute l'étude, ça a consisté à finalement essayer de comprendre sur quel levier forcément spécifique. Du coup, on est obligé de s'appuyer dans ces territoires pour innover. Et avec quel modèle d'innovation non fondé sur la technologie, évidemment, puisque on n'a pas les bases pour se lancer dans la technologie. Donc, quelles sont les formes et les modèles d'innovation adaptés à ces territoires de faible densité. Donc, si je peux avoir la deuxième planche. Donc, on a identifié, donc là c'est vraiment très résumé, mais bon, l'étude sera rendue publique à la fin de l'année, une dizaine de leviers. Donc, je vais les lire très rapidement sans malheureusement pouvoir entrer dans le détail, mais ensuite j'en expliciterai certains à partir de deux histoires, de deux cas de territoires innovants dans la faible densité. Donc, ambition, c'est évidemment la question de l'ambition et notamment du portage politique d'une stratégie qui oriente l'effort d'innovation dans le territoire. Donc, stratégie prospective, c'est la capacité des territoires à se projeter dans une vision de long terme qui va permettre d'engager une vraie dynamique d'innovation dans le territoire. Capital social, c'est comment le territoire peut capitaliser sur le tissu social, la confiance qui peut exister dans la proximité entre les acteurs locaux, mais aussi en s'ouvrant à des acteurs de l'extérieur. Et ça, c'est très important pour ces territoires-là. Les catalyseurs d'innovation, qui sont des personnes qui ont la capacité à révéler des idées dormantes et des potentiels d'innovation qui sont latents dans le territoire mais qui ne sont pas révélés. Ça, c'est aussi très spécifique à ce type de territoire. Les compétences, ou en tout cas la capacité à mobiliser des compétences d'ingénierie pour accéder notamment à du financement. La mobilisation locale des acteurs dans des formes d'organisation un peu nouvelles, un peu spécifiques. Les coopérations avec l'extérieur, ça aussi c'est fondamental. L'expérimentation, ça a à voir avec le droit à l'erreur et la capacité de la puissance publique à prendre des risques aux côtés de certains acteurs qui n'ont pas forcément déjà un business plan formalisé, mais à être plutôt dans une logique d'accompagnement et d'expérimentation avec les acteurs locaux. La communication à la fois en interne pour diffuser une culture de l'innovation localement, mais aussi en externe pour faire adhérer à son projet un certain nombre d'acteurs qui seront des relais au niveau national. Et l'accès à des retours d'expérience qui jouent un rôle très important à la fois de réassurance et pour donner des idées aux acteurs locaux. Et donc, bon là ça paraît très désincarné. Je voudrais donner deux exemples qui nous ont particulièrement marqués dans toutes les études de cas qu'on a pu réaliser, qui vont illustrer de façon plus concrète certains de ces leviers. Donc le premier exemple, c'est la communauté de communes du Menet en Bretagne, donc une communauté de communes composée de 7 communes, 6000 habitants, avec historiquement une problématique de... En fait, disons, les acteurs se sont rendus compte qu'ils étaient très dépendants finalement d'une seule grosse entreprise agroalimentaire et d'un modèle agricole finalement peu soutenable à terme parce qu'ils avaient déjà repéré qu'ils avaient de la pollution par les nitrates. Et du coup, ils ont engagé toute une réflexion prospective sur l'avenir du territoire en se disant à 2025, finalement, comment on va muter, changer de modèle. Et ils ont décidé, et c'était parmi l'un des premiers territoires français à vouloir devenir un territoire à énergie positive à 2025, et à finalement créer toute une filière économique autour des énergies renouvelables. Et ils ont réussi comme ça à développer plein d'innovations sur le territoire, dans l'éolien, dans la méthanisation, dans les biocarburants. Ils ont, autour de ça, créé une logique de pépinière d'entreprises. Ils ont réussi à attirer des entreprises, à créer des nouvelles entreprises, et même à faire que les habitants, collectivement, deviennent des comités d'investisseurs pour investir dans l'éolien. Donc même les habitants se sont engagés dans ce projet. Et donc ça illustre très bien pour moi l'importance de l'ambition politique. Enfin, c'est finalement, plus on est petit, plus il faut être ambitieux pour vouloir être référent au niveau national sur un thème, pour entraîner les acteurs. L'aspect prospectif aussi, et l'aspect mobilisation, c'est le levier numéro 6, mobilisation locale.
y compris des habitants, puisque ces territoires-là ont une chance finalement, c'est qu'il y a peu de monde et tous les gens se connaissent. Et donc, il faut être dans des formes d'action beaucoup plus directes que dans des grandes villes, par exemple, où c'est différent. Et le deuxième exemple, c'est en Île-de-France, mais dans la partie, on va dire, plus rurale de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne. Donc, c'est le projet Leader Seine-Aval, qui est complètement basé sur une coopération entre les agriculteurs et des centres urbains locaux, avec une logique de développer de l'innovation autour de cette coopération. Et donc, par exemple, soit évidemment autour des circuits courts, bon, ça c'est connu, comment inventer des nouveaux canaux de distribution pour permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits, mais aussi ça va plus loin, c'est comment aider les agriculteurs à développer des activités complémentaires innovantes à travers de nouveaux modèles, par exemple du logement étudiant à la ferme, qui à la fois permet de répondre à une problématique des villes qui n'ont pas suffisamment peut-être de logements pour les étudiants et permet aux agriculteurs de générer des revenus supplémentaires. Ça peut être aussi des logiques de potager urbain où les agriculteurs viennent donner des cours d'agriculture aux urbains. Et dans cet exemple-là, les deux leviers que je voudrais mettre en valeur, donc c'est le levier coopération extérieure, le levier numéro 7, où souvent ces territoires ont besoin de s'appuyer sur un territoire partenaire pour innover. Mais aussi, le dernier levier qui est peut-être le plus important des 10 leviers, qui est le levier numéro 4, les catalyseurs. En fait, dans ce projet-là, ce qui a vraiment marché, c'est qu'il y a une personne qui était dans la gestion du projet Leader, qui était un acteur extérieur au territoire, qui a servi de médiateur pour aller sur le terrain, rencontrer un à un chacun des agriculteurs et les aider à faire exprimer des idées d'innovation qu'ils avaient, mais qu'ils n'auraient jamais exprimées sinon par manque d'opportunités, par manque de rencontres. Et donc, c'est des gens qui créent du lien, qui révèlent des idées, qui apportent eux-mêmes des idées, parce que les territoires de faible densité peuvent aussi importer des idées d'innovation s'ils ne les ont pas eux-mêmes. Et surtout un acteur neutre, donc c'est pas simplement un animateur dans le territoire, c'est un acteur neutre qui a permis aussi de faire négocier entre les acteurs et d'aligner les intérêts, et ça n'a pas été toujours facile entre les agriculteurs et les élus des villes, et pour trouver comme ça des modèles gagnant-gagnant. Voilà, et donc je voudrais conclure par un message d'optimisme en disant que nous vraiment on pense que tous les territoires ont des atouts, et même c'est pire, il y en a qui pensent que c'est des contraintes, mais elles peuvent être facilement transformées en atouts et en contraintes qui poussent à innover. Merci beaucoup. On reviendra par des questions, j'imagine, à la fin de cette table ronde. Jean Champagne, vous, quand on cherche à vous qualifier, on ne donne que des sigles, RITA, ACTA. Alors, qu'est-ce que c'est que RITA et à quoi sert ACTA ? L'ACTA, c'est en fait l'association de coordination des techniques agricoles. C'est la tête de réseau des instituts techniques des filières animales et végétales au niveau national. Donc, on a un rôle d'animation de réseau, puisque une tête de réseau, mais d'expertise, d'appui, de créer un lien, comme ça vient d'être dit tout à l'heure. Et les instituts techniques, le métier des instituts techniques, en fait, c'est d'assurer le continuum entre la recherche et le monde économique, les agriculteurs et les filières. Donc en faisant en sorte que la recherche, comme j'aime à le dire, soit utile, utilisable et utilisée. Si vous voulez traduire les résultats de la recherche en les transférer jusqu'aux agriculteurs. Et c'est ça, effectivement, le cœur de notre métier. Ça représente en total une quinzaine d'instituts au niveau national, 3 dans les DOM, je vais y revenir tout à l'heure, et environ 1700 collaborateurs au niveau national. Collaborateurs qui en temps ordinaire sont plutôt des chercheurs, plutôt des techniciens. Alors il y a 1200 techniciens et ingénieurs. Nous ne sommes pas des chercheurs, c'est de la recherche appliquée, d'ailleurs, qui est inscrite désormais reconnue dans la loi d'avenir agricole qui a été adoptée le mois dernier. Et encore une fois, c'est d'assurer le lien entre ces deux mondes. Et l'illustration qui m'a été demandée dans les DOM, je pense, est assez explicite à ce niveau-là de la nécessité de renforcer ce maillon intermédiaire. Alors justement, parlons des DOM. Comment concrètement, pouvez-vous nous donner, je reviens toujours à mes exemples, mais ça permet de me comprendre et éventuellement d'être copié, des exemples de collaboration justement de A jusqu'à Z.
Oui, effectivement, je vais vous donner des précisions. Déjà, comme nous en parlions avant de cette table ronde, peut-être pour nos amis ici présents, peut-être situer un peu en quelques chiffres les DOM dans la mesure où finalement on se rend compte que nos compatriotes métropolitains ne connaissent pas toujours l'ensemble de ces territoires. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer les représentants ici aujourd'hui de Martinique, de La Réunion et de Mayotte. Les DOM, c'est effectivement 5 départements, 3 dans les départements français d'Amérique, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane, et donc 2 dans l'océan Indien, Réunion et Mayotte que j'ai cités. 2 ou 3 chiffres, ça permet d'être explicite, je pense. C'est 3% seulement de la population nationale, 2 millions d'habitants en gros, mais c'est 17% de la superficie de notre territoire, et c'est environ 20% seulement de la consommation locale qui est produite localement, alors qu'il y a 30 à 40% de chômage, pratiquement 60% parmi les jeunes de moins de 25 ans, population très jeune. Vous voyez, l'enjeu est extrêmement important. Et en fait, les territoires d'outre-mer permettent à la France de disposer de du deuxième domaine maritime mondial. Et ça, c'est un enjeu stratégique important. Oui, mais alors justement, comment vous pouvez aider les agriculteurs parce que de ces départements? Dans ces territoires, on a des spécificités qui sont, bien entendu, le mot, on pourrait dire tropical, l'insularité, y compris en Guyane, où finalement c'est un océan de forêt qui entoure. Et puis, nous avons donc l'éloignement, nous avons aussi le fait qu'il n'y ait aucune rupture dans le cycle végétatif, mais également dans le cycle des bactéries. Donc, on a des problèmes spécifiques. Et on a donc des besoins d'innovation. Et il existe depuis très longtemps dans les départements d'outre-mer des organismes de recherche, l'INRAL, CIRAD, qui représentent un potentiel important, mais force est de constater que, d'une part, tous les travaux qui ont été réalisés localement ne répondaient pas toujours aux besoins locaux, et surtout qu'ils n'étaient pas transférés aux utilisateurs potentiels que sont les agriculteurs. Et là, je réponds à votre première question, qu'est-ce que les RITA? RITA, c'est 4 mots, réseau, d'innovation et de transfert agricole. Les réseaux, on est bien dans l'esprit de cette journée d'innovation, il y a des besoins d'innovation, mais à la limite, le mot le plus important, c'est le T, c'est le transfert. Effectivement, moi je me souviens avoir entendu, par exemple, la présidente du Centre INRA des Antilles dire, mais dans les tiroirs, ici, on a des résultats de générations de chercheurs qui n'ont jamais été transférés. Et l'enjeu, c'est bien celui-ci, c'est de répondre aux besoins de la profession, et aux besoins locaux, et de transférer. Alors, ces RITA, qu'est-ce qu'ils regroupent? Ils regroupent d'abord les professionnels agricoles, que sont les chambres d'agriculture, certains sont représentés ici, les organisations de production, les interprofessions, les associations diverses, si vous voulez, et ainsi que l'ensemble des intervenants dans le dispositif de la chaîne d'innovation au transfert. La recherche, les instituts techniques nationaux, les chambres d'agriculture, des organismes techniques, mais également l'enseignement et la formation agricole, et bien entendu les collectivités territoriales, notamment les autorités de gestion des FEADER, mais l'ensemble des collectivités territoriales, et l'État au travers Et comment ça marche? C'est-à-dire qu'un agriculteur a une idée, il va vers vous, ou c'est vous qui diffusez la bonne parole? Effectivement, le premier stade, il y a 4 étapes qui me paraissent très importantes. La première, c'est d'identifier les besoins et de répondre aux besoins et de les prioriser. Donc, il a été mis, d'ailleurs, dans le cadre de la loi d'avenir agricole, un dispositif spécifique au DOM qui s'appelle le COSDA, le Comité d'orientation stratégique et de développement agricole, dans lequel il y a l'ensemble des socioprofessionnels qui définissent dans différents secteurs, et notamment dans un secteur agricole, quelles sont les priorités, et qui s'appuie sur un plan qui fixe des objectifs, développer la production, atteindre 20% de plus, enfin, etc. Et en définissant les besoins, les verrous qui sont à lever, et en particulier en matière de recherche, développement, expérimentation, formation. Ça, donc on part de cela. C'est du haut vers le bas, mais est-ce qu'il y a du bas vers le haut? Oui, c'est effectivement... C'est
du bas vers le haut également, dans la mesure où participent à ces groupes l'ensemble des professionnels, encore une fois organisés ou non organisés, qui ont un certain nombre de demandes, de messages. Parce qu'effectivement, l'agriculture en métropole est très diverse, mais elle est encore plus lorsque nous sommes sur un territoire ultramarin, si on prend le cas de la Guyane par exemple, et donc c'est répondre aux besoins des agricultures, hein, entre les besoins qui sont autour du fleuve Maroni, culture à bâti, et ce qu'on a dans des grandes justement, exploitations. Est-ce que c'est pas, on voit quand même que c'est assez complexe et qu'il y a beaucoup de monde dedans, c'est pas une usine à gaz supplémentaire? Alors justement, ce que l'on a voulu, c'est ne pas créer une nouvelle structure. Surtout pas, c'est faire en sorte que les gens travaillent. C'est la deuxième étape, si vous voulez, on identifie les besoins. Deuxième étape, il faut répondre collectivement à ces besoins. Comment? Eh bien, en mettant autour de la table l'ensemble des acteurs de la recherche, du développement, de la formation, chacun intervenant dans son cœur de métier, de manière complémentaire de l'autre, en évitant toute rupture dans la chaîne de l'innovation et tout doublon. Il s'agit aussi de mieux gérer les fonds publics, qu'ils viennent de l'Europe, du niveau national ou régional, dont on sait qu'ils seront de plus en plus chers et de plus en plus rares. Donc, il s'agit bien d'assurer ce continuum de la chaîne en évitant tous les doublons. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, effectivement, c'est donc de transférer les résultats. Transférer les résultats, et j'insiste, c'est très important, soit directement à l'agriculteur, je vais vous donner des moyens, soit en s'appuyant sur ce que j'appelle les prescripteurs, que sont les conseillers de chambre d'agriculture, les techniciens de groupement ou les formateurs eux-mêmes, qui sont des relais, si vous voulez, et qui sont des relais indispensables. Simplement, il s'agit de remettre chacun à sa place et que nous travaillons tous ensemble. C'est l'esprit d'un réseau. Réseau rural, RITA, c'en est un, c'est tout. Et ensuite, si vous voulez, les deux derniers points, je vous ai dit qu'il y en avait 5, c'est de jouer, si vous voulez, la carte de l'interdome. Ce qui a été fait en Guadeloupe peut bénéficier à la Martinique, ou alors un certain nombre d'actions peuvent être conduites de manière conjointe, complémentaire l'une de l'autre. Donc ce qui a été fait, si vous voulez, avant ailleurs, peut servir aujourd'hui ou demain dans d'autres territoires. Et le dernier, c'est aussi de capitaliser l'information. Comme je vous l'ai dit, comme on le sait, ça fait des dizaines d'années que des gens travaillent, etc. Et quand vous voulez sur un sujet, on a l'impression, avant nous, il n'y avait rien, nous, on va tout faire. C'est faux. Et surtout, grâce aux moyens désormais de l'informatique et de la possibilité d'avoir accès donc, à des bases de données hautes, donc on a une mission de capitalisation de l'information pour permettre de répondre à des besoins qui sont basiques. Ça va être... on comprend les besoins. Le dernier point, c'est quoi? Parce qu'on va être obligé de... passer à l'intervention suivante. Le dernier point, vous avez dit qu'il y avait 5 points. Le dernier, donc on en était au transfert. Non, interdome, le dernier, c'est capitaliser l'information. Faire en sorte que tout le travail qui a été fait auparavant et celui qui est actuellement en cours puisse servir aux générations d'après, si je puis dire, et ailleurs. Ça, c'est très important. Et donc, c'est pour répondre à des besoins qui peuvent être d'assurer la qualité des produits. En gros, si je devais résumer, c'est produire plus et mieux avec moins d'intrants. C'est ça. On est vraiment dans l'esprit, cher notre ministre de l'Agriculture, de l'agroécologie. Mais vraiment, on est très important. C'est d'autant plus important qu'on est souvent sur des petits territoires avec des densités importantes, excepté donc en Guyane, bien entendu, et avec des conditions pédoclimatiques qui sont plutôt agressives, entre guillemets. Et de partenariats. Alors, oui, bien sûr. Donc, les partenariats, comme j'ai décidé ça, avec l'ensemble des acteurs de la R&D, etc., les pouvoirs publics et donc les collectivités. Et c'est effectivement ensemble et seulement ensemble qu'on pourra faire en sorte que tous les travaux qui sont conduits là-bas soient, comme je répète, utiles, ils répondent aux besoins, utilisables, c'est-à-dire qu'ils soient rendus utilisables par les professionnels et réellement utilisés parce qu'il y a un système effectivement d'évaluation du dispositif qui nous permet a posteriori de vérifier si nous sommes dans les clous. C'est un moyen de mieux gérer, pardonnez-moi, les disponibilités financières actuelles et à venir. On sait, le président en est, je pense, parfaitement conscient que l'argent est de plus en plus difficile, de plus en plus rare, même si on a sur les DOM plus d'opportunités qu'ailleurs sur les fonds européens. Merci beaucoup. Nous allons terminer par votre intervention, Brigitte Fargevielle. Alors, donc, vous êtes spécialiste, on va dire, du développement durable chez EDF. Et l'objectif d'EDF, si j'ai bien compris, mais ça, c'est pas nouveau, me semble-t-il, c'est systématiquement de te rapprocher de son territoire, du territoire dans lequel elle est. On a eu les exemples des centrales nucléaires qui sont peut-être des contre-exemples.
vous allez nous le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans un rapprochement du territoire qui consiste à payer des lampadaires dans des villages minuscules ou des toilettes en plein milieu de Brénilis où a été installée la première centrale nucléaire. Le village fait 300 habitants. C'est ça, aujourd'hui, s'occuper de son territoire ? Non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, en fait, le groupe EDF a pris un certain nombre d'engagements, dont l'engagement de connaître comment on peut contribuer au territoire. Donc la connaissance, c'est d'abord, le groupe, c'est 158 000 salariés, et on voulait savoir, en termes d'achat, de sous-traitante, qu'est-ce que ça représentait. Et donc on a regardé, et on regarde ça chaque année. Cette année, c'est 475 000 emplois indirects, donc des sous-traitants à qui on passe des commandes sur le territoire. Donc ça, c'était un premier état des lieux. Et puis, très rapidement, on s'est dit, bon, on a cette connaissance, mais comment on est perçu sur le territoire ? Et je vais me focaliser, non pas sur les programmes nucléaires, mais on a exactement la même démarche aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre d'investissements qui doivent être faits pour la maintenance et la rénovation de nos centrales, et on prend la même démarche. Je vais faire un focus sur la production hydraulique, assez présente, même très présente dans le milieu rural, puisqu'on a 400 barrages et 600 usines, et elles sont rarement au milieu de la ville. Donc là, on a cette idée est née dans le sud-ouest. Nous, on avait des exigences de rénovation de nos turbines, de connaissance de ce territoire pour faire travailler les entreprises locales. Et on s'est dit, ben, mettons autour de la table un certain nombre d'acteurs et écoutons comment ils aimeraient qu'EDF s'investisse sur ces territoires ruraux. Et est né un programme qui s'appelle Une rivière, un territoire développement, qui aujourd'hui a généré des agences. Il y en a une pas très loin d'ici, sur le bassin de la Truyère, entre autres, de la Dordogne, dans les Pyrénées, dans les Alpes, les grands bassins versants. Et donc à l'origine, ça a été une prise de conscience lucide que les territoires, ils n'attendaient peut-être pas ce qu'on leur apportait systématiquement. Et comment on a fait pour le savoir ? Parce que c'était la démarche, et c'est en ça qu'elle est, à mon sens, assez innovante. Ça a été une grande phase d'écoute préalable, de rencontre avec les acteurs locaux. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la RSE les parties prenantes, mais c'est tout le monde qui est là dans la salle, quoi. Les habitants, les chambres de commerce, les élus, qu'ils soient locaux, départementaux, régionaux. Une phase d'écoute comment ? Une phase d'écoute, rencontre. Réunion, rencontre. Vraiment très, très poussée, avec des équipes sur le terrain qui allaient rencontrer l'ensemble des acteurs pour connaître leurs attentes. Et donc, ça a permis de faire émerger un certain nombre d'idées. Et les premières, ça a été de dire il faut qu'on ait une petite structure légère qui puisse répondre à ces attentes. Et c'est les agences qui sont composées de 4 personnes et qui sont réparties sur le territoire. Aujourd'hui, il y en a 6. Puis, la demande, elle était... Le local, vous dites l'argent il est de plus en plus rare, et il est rare aussi dans les entreprises, mais pour s'investir dans le territoire, il faut un minimum de fonds. Et donc, un fonds d'investissement. Et puis, pour aller plus loin, c'est une gouvernance partagée. Et ça, c'est aussi l'innovation. L'entreprise, c'est pas complètement naturel qu'on fasse de la co-gestion, de la co-animation, même si au final on est le décideur. C'est là, et je pense que moi j'ai rendu un rapport au Conseil économique, social et environnemental sur concertation entre parties prenantes et développement local, et c'est une des recommandations express. Voilà. Et donc ça a permis de faire émerger ce travail avec les acteurs locaux. On avait, nous, nos objectifs: aider des projets innovants, créateurs d'emplois, dans 3 domaines, parce qu'on ne peut pas non plus être sur des domaines que l'on ne connaît pas: l'énergie, bien sûr, l'eau et l'environnement. Donc ce premier travail d'écoute a permis d'identifier des projets qui, comme vous disiez, étaient peut-être dans les cartons, n'avaient pas pu émerger parce qu'ils n'avaient pas été un petit peu poussés, et non pas que les acteurs locaux ne le font pas. Je pense qu'il ne faut pas prendre mon intervention comme quelqu'un qui veut substituer.
hein. En plus, en ayant travaillé dans le territoire, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais c'est un facilitateur supplémentaire qui apporte des compétences. Et l'autre compétence, c'est la compétence technique. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple? Alors, par exemple, en Aveyron, qui n'est pas très loin de l'Auvergne, on a organisé ce qu'on a appelé des ateliers des savoir-faire industriels. Et on a eu un atelier en avril l'année dernière à Aurillac sur la méthanisation. Et de là, ont émergé quelques projets qui vont être aidés dans les jours prochains, accompagnés par la région, la collectivité communale et l'ensemble des acteurs. Et derrière, c'est des créations d'emplois. Voilà. Un autre exemple en Méditerranée, où c'est beaucoup plus récent, puisque c'est il y a 2 mois que l'agence est ouverte, mais il y avait eu tout le travail préalable pendant 1 an, et on avait identifié qu'il y avait des projets autour de la mobilité électrique, et donc on a accompagné au développement d'une petite PME qui va travailler sur les véhicules électriques sans permis. Et ça n'existe pas encore. Voilà. Donc qui va fabriquer des véhicules. Oui. Voilà. Ça existe, mais pas à l'échelle industrielle. Il y a l'IG, effectivement, qui a des choses, mais il y a aussi l'accompagnement à partir de fonds d'amorçage. Donc ça aussi, c'est un peu, ça existe, mais EDF n'était pas très impliqué dans ce genre de choses, et pour nous, c'est innovant. Et puis, on accompagne aussi les entreprises dans la montée en compétences. Vous avez parlé tout à l'heure des programmes nucléaires. Pour candidater sur un programme nucléaire, c'est difficile quand on est une PME. C'est déjà difficile en matière de référentiel à respecter. C'est difficile en assurance financière qui vont avec. Et donc, notre travail dans ces agences Une rivière, un territoire, c'est d'essayer d'accompagner les PME, PMI à comprendre nos passations de marché, à acquérir des compétences, et là on ouvre un certain nombre de formations sur le domaine, et d'essayer de faire monter en compétences les acteurs locaux, les PME locales, sur des domaines où elles n'avaient pas l'habitude de venir. Et donc, par exemple, il y a eu un projet d'accompagnement monté en compétences sur les économies d'énergie, une autre entreprise près de Rodez qui travaillait sur peut-être que les sièges qui sont ici dans la salle sont faits par eux. Ils avaient un problème de chauffage au bois pour la production de sièges en bois. Et donc, nos spécialistes, puisqu'on a 2000 chercheurs à EDF et une 50aine qui travaillent sur ce domaine, ont travaillé avec cette PME locale pour monter en compétences et comprendre comment candidater et ainsi non plus avoir 475 000 emplois indirects à EDF, mais plusieurs milliers en plus. Voilà. Et c'est en ça que c'est un peu innovant. Et pour conclure mon propos, je dirais qu'il y a 3 mots-clés dans cette démarche. C'est écoute, concertation. Pour aller plus loin, il faut aussi se concerter et comprendre. Tout à l'heure, ce matin, a été dit. Et puis, intelligence collective. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Vous voulez... Juste une petite réaction, parce que je suis dans ce rôle. De ce que je retiens, il y a beaucoup de choses à retenir des 3 interventions, mais il y en a une clé, c'est le travail collaboratif. On a ce matin beaucoup parlé partenariat, en utilisant le terme partenariat. Moi, je préfère le terme collaboratif, parce que c'est autre chose. Collaboratif, c'est construire ensemble. Et alors ça, c'est la clé pour aller à l'innovation. Deuxièmement, il y a tout un problème d'ingénierie qui a été soulevé ce matin, mais qui là apparaît très clairement. Donc, quel que soit le travail collaboratif, s'il n'y a pas un apport de l'extérieur pour aider les territoires à innover, ils n'ont pas la science infuse, ils ne vont pas y arriver. Donc, il faut déployer de l'ingénierie et l'accompagner de formation. Je reprends ce qui était évoqué ce matin sur la démocratie participative de M. Spiegel. Bon, il faut chaque fois pour que
l'apport des citoyens soit pertinent, en l'occurrence là, l'apport des élus, etc., ben, il faut qu'ils aient l'information. Donc ingénierie, formation. Donc c'est 2 choses que je veux retenir, travail collaboratif, ingénierie, formation, et donc comment ensuite on transfère la connaissance, effectivement, sur le territoire. Et j'ai bien retenu, ce sera un 3e élément, mais très court, de ce qu'a dit M. Champagne, c'est qu'aujourd'hui, pour favoriser l'innovation, notamment dans l'agriculture, mais il y a plus que ces domaines sur l'espace rural, on a toutes les données, mais elles restent souvent à l'endroit où on fait de la recherche. Il y a un vrai problème de transfert des connaissances qu'on a à l'INRA, dans les différentes INRA, sur le territoire. Ce n'est pas le rôle de l'INRA de faire directement du transfert, sauf qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et je m'aperçois, à travers rien que les recherches qui sont faites à Nevers par l'INRA, que ce transfert ne se fait pas, ou mal. Alors, nous allons passer aux questions. J'aimerais que, si c'est possible, de remettre certaines des questions sur les écrans parce que je ne les ai pas sur ma tablette, ce qui me permettra ensuite de les relancer. Donc, si vous avez des questions, madame, là, bon, allez-y, madame, et puis ensuite, madame. Oui, bonjour, Michèle Rivet, vice-présidente de la région Centre, chargée des projets de développement rural. Simplement, une réaction surtout sur la question de l'innovation, l'importance de l'expérimentation et l'importance surtout que les choses viennent aussi de manière ascendante. Alors, je voudrais dire que d'abord, on a quand même un dispositif phare sur cette question qui est Leader, qui est vraiment quelque chose de vraiment important sur le territoire en termes de stratégie d'expérimentation et d'innovation. Et puis, signaler que dans ma région, je porte un dispositif qui s'appelle ID en campagne, qui est un dispositif. ID, c'est l'acronyme pour Initiative de développement. Et ce dispositif a parié sur ce que vient de dire le président Souchon, et il m'enlève les mots de la bouche, parce que c'est un dispositif qui est collaboratif, effectivement, qui nécessite non seulement des partenaires, mais des partenaires qui travaillent dans un objectif commun, ancré au territoire, à produire de l'innovation. Très concrètement, dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux, on a des initiatives qui peuvent se développer sur le territoire, qui produisent. C'est un dispositif de recherche et développement rural, je dirais, qui permet. Alors, je vais donner des exemples parce que pour que vous compreniez ce que ça peut soutenir, ça permet, par exemple, à la MSA et à la Chambre des métiers de faire de la recherche sur le logement d'apprentis chez les personnes âgées en milieu rural. Ça permet de mettre en place une filière de bois déchiqueté dans le bocage du bois déchiqueté issu des haies pour à la fois conserver le bocage et mettre en place une filière économique. Ça permet dans le Perche, dans le nord de la région, de travailler sur la ressource cheval-percheron, la ressource économique qu'elle peut produire. Voilà, c'est un dispositif qui est très transversal et qui est une réponse donc économique dans la mesure où nous aidons ce dispositif à 50%, qui mobilise des acteurs privés du territoire. On n'a pas parlé d'importance de ces acteurs-là. Ces acteurs sont souvent les associations. Nous, on l'a vécu sur notre territoire. Plus de 60% des acteurs qui portent nos projets, nos initiatives, sont les associations, en plus des institutionnels et des collectivités. Et c'est effectivement c'est une manière d'aider sur nos territoires l'ingénierie, ce qui est effectivement un mot-clé, et non pas simplement l'aménagement, l'investissement. Merci. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce témoignage. J'avais vu une autre dame lever la main. Bonjour à vous. Je rejoins Madame Rivet. Donc, elle ne m'a pas vue, je ne l'ai pas vue, je ne savais pas qu'elle allait intervenir. Donc, de la région Centre également. Je porte donc, et je confirme, je porte un projet donc sur la région Centre qui s'appelle Les Bras Verts, donc un projet d'insertion sociale, en même temps production biologique pour les cantines scolaires, avec donc atelier alphabétisation et donc prise en compte de toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans l'insertion sociale. Et donc je fais partie donc de ce fameux idée en campagne, donc
donc soutenue par la région, soutenue par le département, collectivité locale. Mais là excusez-moi, d'un coup, j'ai du mal à comprendre où est l'innovation. L'innovation, en fait, c'est l'insertion en production biologique, essentiellement pour les cantines scolaires et non pas pour le particulier. C'est-à-dire là, on axe la production de légumes uniquement sur les cantines scolaires à 80% et 20% pour les comités d'entreprise pour favoriser de l'autre côté l'insertion donc des salariés en insertion, si on peut, dans les entreprises qui nous soutiennent. D'accord. Et donc on a tout le territoire qui nous soutient dans la démarche pour le terrain, donc il y a une réelle... Mais il a fallu aller les chercher, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment démarcher les collectivités, tous les organismes et le privé. On parlait d'EDF tout à l'heure, qui ont leur fondation FAP. En tant que citoyen, il faut aussi bouger pour aller chercher, s'impliquer, croire dans son projet. Et je suis là pour dire que ça peut fonctionner, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur ? Peut-être des questions aussi, parce que témoigner, c'est très important, mais vous n'aurez pas ces 3 personnes sous la main tous les jours. Donc je pense que si vous avez des questions ou qui peuvent concerner votre territoire, c'est le moment. Oui, monsieur, après monsieur. Bonjour, oui. Pierre-François Vaquier, donc de la FNCUMA, donc fédération de 11 500 coopératives de proximité de services. Moi, j'avais justement 1 ou 2 questions. Une question, c'est plus par rapport à l'innovation. Vous nous avez présenté c'est à la première dame qui est intervenue, donc des critères sur l'innovation qui sont essentiellement des critères sur l'innovation technique. En fait, ce qui ressort, c'est ce qui est pertinent, c'est l'innovation sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des travaux de recherche qui permettent d'identifier les critères et de faire une belle carte de France sur ce qui permet à l'innovation sociale d'émerger? Donc voilà, au même titre que vous avez fait une carte sur l'innovation technique. Et dans la foulée, j'aimerais savoir aussi si aujourd'hui il y a des liens, puisqu'en fait il y a quand même des choses intéressantes qui se font au niveau des PTCE, des pôles territoriaux de compétitivité économique, donc qui sont des pôles territoriaux de développement local, autour très souvent de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il y a des liens entre le réseau rural français, les programmes leaders et ces fameux PTCE? Merci, on va prendre une deuxième question dans la foulée. J'avais vu monsieur là au début. Oui, bonjour, Jean-Yves Zouix, Confédération Paysanne. Donc moi, j'aimerais revenir sur l'intervention de M. Champagne, je crois, donc sur l'innovation agricole en agriculture. Comment dire, on parle beaucoup d'innovation, mais on parle d'innovation sur la vente. Vous nous avez parlé d'innovation sur les pays d'outre-mer, mais j'aimerais revenir dans la France métropolitaine, où d'abord et avant tout, il faut qu'on produise. Alors vous avez parlé de produire plus, à mon avis, on produit déjà assez, mais il faudrait produire différemment, et ça, en innovation technique, en fait, ça passe pas. On voit que le système agricole s'oriente vers un système pas diversifié du tout, et on a du mal à trouver des productions qui répondent à des ventes locales, parce que du coup, il faut voilà, que les grosses coopératives veulent des grandes quantités, et il faut se recentrer sur ce débat-là avant de parler de vente directe, parce que la vente directe, on arrive à la pratiquer, on est capable, on sait faire, ou même la vente locale, même la vente indirecte locale. Mais d'abord, je crois qu'il faudrait d'abord se pencher sur l'innovation technique, sur la manière de produire. Voilà ce que je voulais dire. Et par contre aussi sur la troisième intervention avec la dame d'EDF, elle parle de projets de méthanisation. Moi, ça m'inquiète un peu ces projets de méthanisation. J'aimerais connaître les volumes envisagés. Et on ne peut pas dire que pour nous, l'innovation, c'est pas non plus de produire de l'énergie. L'agriculture, elle n'est pas productrice d'énergie. Elle peut l'être à la marge, mais d'abord et avant tout, l'agriculture, elle produit des denrées agricoles alimentaires. Alors, tout le monde est interpellé. D'abord, Vanessa Cordoba, puis Jean Champagne, puis Brigitte Fargevet.
Sur la cartographie, je vous remercie d'avoir posé la question. Enfin, c'est une belle interpellation, je trouve. En fait, ce serait peut-être un travail à mener du coup post-étude, mais j'avoue que je pense que ce serait quand même assez compliqué. Enfin, tout d'abord, effectivement, la première carte, elle a été effectivement faite sur des critères d'innovation technologique, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui existe comme modèle, et on s'est inspiré pour cela d'un modèle de l'OCDE qui dit voilà, pour faire un système d'innovation, voilà les ingrédients nécessaires. Donc on part de là, on arrive dans notre étude à un certain nombre de leviers qui sont censés favoriser l'innovation dans la faible densité, et donc l'étape d'après, ce serait de quelque part essayer de transformer ces leviers en variables pour les cartographier en fait. Mais quand je dis que ce serait assez compliqué, c'est que si je prends par exemple, les leviers identifiés en fait, c'est des leviers un peu qualitatifs qui sont liés à des stratégies que les acteurs locaux développent. Par exemple, est-ce qu'ils ont mis en place une stratégie prospective? Est-ce qu'ils s'appuient sur des catalyseurs de l'innovation? Et ça, c'est un peu difficile à quantifier, à caractériser et à cartographier. Donc, il faudrait voir déjà si ça a un intérêt. En tout cas, on pourrait cartographier les initiatives innovantes, les territoires qui innovent dans des innovations qui ne sont pas technologiques. Ça, c'est sans doute quelque chose qu'on pourrait faire, mais cartographier la capacité à innover dans l'innovation non technologique, ce sera un peu plus compliqué, je pense. Mais un beau défi. Oui, merci. Donc, je vais apporter quelques précisions suite à l'intervention du représentant de la Confédération paysanne. J'ai vu une question tout à l'heure qui m'interpellait avant par écrit, à laquelle je n'ai pas répondu. Oui, moi, je n'ai pas le temps de les voir et comme je ne peux pas les lire... Concernant le commentaire qui a été fait par le représentant de la Confédération paysanne, donc, je rappelle que j'ai parlé des DOM et seulement des DOM, et je maintiens, je persiste sur le fait qu'effectivement, l'objectif partagé est bien celui de produire plus et mieux avec moins d'intrants. Plus et mieux dans le contexte des DOM pour les productions dites de diversification animale et végétale, dont l'objectif est d'approvisionner, si vous voulez, les besoins alimentaires locaux, dont j'ai dit en moyenne qu'ils étaient de 20%. C'est parfois 0,1% pour certaines, c'est peut-être 98% pour d'autres, mais on parle en moyenne. Et donc, le produire mieux est très très important là-bas, et notamment avec moins d'intrants. Je pourrais développer des techniques qui sont mises au point actuellement pour l'utilisation de plantes de couverture, le fait de raisonner non pas par atelier mais par système d'exploitation et de travailler beaucoup sur la complémentarité entre le végétal et l'animal dans une région, sur une exploitation, donc où c'est encore plus pertinent qu'en métropole, compte tenu des spécificités pédoclimatiques. Donc, je ne ferai pas de commentaires sur ce qui a été dit au niveau métropole. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. La question qui a été posée également, j'ai vu une question en disant, le dispositif que vous proposez, c'est quelque chose comme cela, est-il suffisant pour l'innovation? C'était quelque chose comme ça à l'esprit. Alors, je dirais d'abord qu'il est nécessaire. Il est nécessaire. Il n'y a pas d'innovation qui soit valable, si je puis dire, si elle n'est pas mise en œuvre sur le terrain. Ça, c'est très important. Je reviens encore à ce que disait tout à l'heure le président. Donc, sur le transfert, c'est très important. C'est un des objectifs du dispositif. Ce dispositif, également, il part des besoins exprimés par les socioprofessionnels, par l'ensemble, mais on les confronte, effectivement, je n'ai pas eu le temps de développer, au monde de la recherche, de la science, etc. Eh bien, on est bien dans un travail collaboratif où on fait émerger des idées, des innovations. Le fait de voir ce qui se passe ailleurs, donc dans d'autres territoires, y compris, bien entendu, et avant tout à l'étranger. À chaque fois, nous sommes dans des régions, l'océan Indien, les Caraïbes, l'Amazonie. Donc, on a des voisins qui s'appellent des Brésiliens, qui s'appellent des Mauriciens, etc., dans lesquels il y a eu déjà des idées, des innovations à mettre en œuvre, à traduire. Donc, ce dispositif n'est peut-être pas suffisant en tant que tel, mais il est nécessaire et c'est un moyen de favoriser, de faire émerger l'innovation. D'ailleurs, le président Suchon, il a répondu à cette question finalement dans son intervention. Madame Fargevel.
Oui, sur la méthanisation, j'ai cité cet exemple comme un des sujets d'un des ateliers de savoir-faire industriel. L'objectif, il était aussi, beaucoup de monde se pose des questions sur ce sujet, et il n'est pas pour nous l'objet de dire il faut produire des produits agricoles pour faire de la méthanisation. En l'espèce, les projets qui ont été identifiés sont réalisés, ou en tout cas en projet encore, avec des sous-produits de l'agriculture issus de l'élevage, hein, et non pas produire des champs entiers pour faire de la chaleur ou autre. Pour voir l'ensemble des projets, on a parlé beaucoup de numérique, il y a un site qui s'appelle EDF Une Rivière, un territoire.fr, et là les projets sont développés. Voilà. Merci à tous. Et nous allons passer à la troisième et dernière table ronde dans environ 2 minutes. Merci beaucoup.